Le Tour de France est déjà fini, ça a duré 3 semaines, mais c'est passé extrêmement vite. Alors, je suis là pour vous faire une petite vidéo sur, voilà, 2-3 points, on va dire, sur lesquels j'ai envie de revenir par rapport à ce Tour de France 2026. Et sans plus attendre, on va directement commencer avec le premier point. On va parler un petit peu pour commencer du AE, du Tour, de manière générale du AE. Mais forcément, si on parle du AE, on va parler de Tadej Pogacar tout d'abord, qui vient de gagner son tout simplement cinquième Tour de France. Euh, voilà. Depuis qu'il a commencé, il a toujours fini sur le podium, il a toujours fini soit sur la première place, soit sur la deuxième place, et cette fois-ci, il a de nouveau réitéré l'exploit de gagner un Tour de France. Avec la manière, hein, il n'y avait pas vraiment de prétendant cette année, il était un petit peu seul au monde au final, et il finit donc ce Tour de France premier, c'est son cinquième Tour de France, qui fait qu'il rentre dans une catégorie très 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 fermée de coureurs qui ont remporté 5 fois le Tour de France. Officiellement, c'est le record de Tour de France remporté. Il a dit d'ailleurs en preview qu'il allait tenter potentiellement voilà, pourquoi pas aller chercher un sixième, parce qu'il a dit qu'il n'aimait pas être dans un groupe, il n'aime pas être à plusieurs avec leur corps. Il va tenter d'être le seul à avoir 6 Tours de France peut-être l'année prochaine, on verra. Voilà, si on parle un petit peu de son Tour de France, il y avait vraiment personne en fait pour lui tenir la cheville. Même Jonas Vingegaard qui habituellement, même si depuis 2 ans c'est plus trop le cas, c'est le seul finalement qui a vraiment réussi à contester la victoire avec Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard qui n'a pas fini le Tour de France, mais on l'a vu finalement dès les premières montées qu'il allait clairement pas rivaliser avec Pogacar. Je pense même que si Vingegaard aurait continué, peut-être qu'il allait pas finir deuxième finalement. Mais voilà, il n'y avait vraiment aucune concurrence, au point même que sur la fin du tour, il a joué le rôle d'équipier pour Del Toro, tellement le mec était au-dessus. Mais finalement, ça s'est pas mal joué aussi sur les premiers jours. Voilà, il a tout de suite attaqué, il a tout de suite montré qu'il était plus fort, et ça a énormément dissuadé finalement les autres. Et je pense que Tadej Pogacar, même si de manière générale c'était le plus fort sur ce tour, c'était peut-être pas le plus fort chaque jour. Peut-être qu'il y a certaines journées où il y avait possibilité de l'attaquer. Voilà, on ne saura pas puisque personne n'a vraiment essayé finalement d'attaquer Pogacar. Ça, c'est un petit peu le petit regret que j'ai sur ce tour. Et même depuis quelques temps, c'est vrai que Pogacar, il n'y a vraiment personne qui essaie de l'attaquer. Peut-être que ça sert à rien de vouloir essayer de l'attaquer. Effectivement, tu as probablement plus à perdre qu'à gagner. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis un fan de Pogacar, mais c'est vrai que là, le fait de gagner comme ça sans concurrence, c'est pas forcément très très passionnant non plus à regarder. J'aime bien quand il y a un petit peu de défi, et c'est vrai que finalement il n'y a jamais vraiment eu d'année où le Tour de France a vraiment été disputé depuis qu'il y a eu Pogacar, puisque même les années où il y a eu Vingegaard, on a eu des belles batailles, mais le général était rarement vraiment très serré, puisqu'il y a souvent eu des défaillances qui l'ont ramené pas mal derrière. On verra comment ça se passe sur les prochaines années. En tout cas, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, nouveau Tour de France gagné avec 5 nouvelles étapes. Il faut aussi suivre le fait que petit à petit, il se rapproche du record de victoire sur un Tour de France, sachant qu'il aurait clairement pu aller en chercher plus sur ce tour. Quand on voit notamment la deuxième étape, finalement, qu'il a, entre guillemets, laissé à Del Toro, on va forcément en parler. De base, ça devait être un coéquipier pour Tadej Pogacar. La deuxième étape, pour moi, elle illustre bien ça, c'est Tadej Pogacar qui, voilà, Del Toro, il a fait le travail, on va dire, tout seul. Il a réussi à attaquer, personne ne l'a suivi à part Tadej Pogacar. Et Pogacar s'est dit, bah, pourquoi pas lui laisser la victoire. Et je pense que l'intention, ce jour-là, c'était de lui dire, voilà, je t'offre une victoire, maintenant, tu vas pouvoir également m'aider. Disons que ça lui a donné un Tour de France réussi. Il avait déjà gagné une étape, il pouvait en fait faire le rôle de coéquipier de manière assez sereine finalement, puisque son tour était déjà réussi. Au final, Pogacar a tellement été fort que Del Toro n'a même pas vraiment eu son rôle à jouer. C'est au final Pogacar qui à la fin aide Del Toro à aller chercher cette troisième place du podium. Voilà. UAE qui met de nouveau 2 coureurs de son équipe sur le podium, c'est très très fort et remporte forcément le maillot jaune, mais il remporte également le maillot blanc. Ils étaient finalement pas loin aussi de remporter le titre de meilleure équipe. Ça s'est joué à pas grand chose. Et je pense qu'ils ont principalement perdu, on va dire, leur titre de meilleure équipe. Ça se jouait pas mal avec Lidl Trek. Mais je pense que ça s'est surtout joué au moment où, sur la fin du tour, on sait que plusieurs équipiers donc, de Pogacar sont tombés malades, en particulier Adam Yates qui était troisième et qui est toujours troisième, il me semble,
de l'équipe en termes de classement général. Il a perdu énormément de temps puisqu'il avait dû terminer à 26 minutes, un truc comme ça, justement des premiers, ce qui lui a fait perdre énormément de temps justement au classement par équipe. Et à partir de là, ils ont continué de perdre un petit peu de temps parce qu'il avait vraiment plus tant que ça le classement par équipe à jouer. Mais je pense que si jamais il n'y avait pas eu ces maladies qui ont un petit peu ravagé finalement l'équipe UAE en troisième semaine, probablement que UAE aurait pu aller chercher le titre de meilleure équipe. Et finalement, ça aurait pas été déconnant puisque c'était clairement la meilleure équipe sur ce tour. C'est eux qui maîtrisaient le plus, même si on voyait que les coéquipiers de Pogacar commençaient à être un petit peu épuisés sur la fin. Voilà, il n'y avait vraiment pas trop de débat. Ils avaient 2 coureurs sur le podium. Ils ont eu au total 6 victoires d'étape. Donc un quart des victoires d'étape, ils les ont eu. Voilà, il n'y avait pas trop de débat par rapport au fait de dire que c'est eux qui ont été la meilleure équipe. D'autant plus que c'est eux qui ont également gagné le plus de prize money pendant ce Tour de France. Même si ce Tour de France n'a pas forcément tenu toutes ses promesses, il y a au moins une promesse qui a été tenue, c'est que les hommes forts du peloton étaient absolument tous au rendez-vous pendant ce Tour de France. Et il y a même eu une certaine domination finalement de ces hommes forts du peloton, puisque c'est vraiment que des hommes forts qui ont remporté des étapes, qui ont remporté les maillots, etc. Il n'y a quasiment pas eu, on va dire, de surprise sur ce tour. Quand on regarde, forcément, Tadej Pogacar qui remporte 5 étapes. Bon, pourquoi pas, mais on a également Tim Merlier qui a remporté 3 étapes. On a Mathieu Van Der Poel qui a gagné 2 étapes. Philipsen qui a gagné une étape également. On a Evenepoel qui a gagné 2 étapes. Carapace qui gagne 2 étapes. Enfin bref, on a quasiment eu que des gros noms, on va dire, qui ont remporté des épreuves. Ce qui a laissé très peu de place finalement aux autres, on va dire, les moins gros noms, entre guillemets, qui ont remporté une étape, c'est peut-être Olaf Koy, qui était une petite surprise, on va dire, même si ça reste un bon sprinter. On a également eu, c'est un peu difficile à prononcer, Soren Warunschkoll, qui était, je pense, la plus grosse surprise finalement sur ce Tour de France. On a eu Mauro Schmidt aussi, même si on sait qu'il est très bon, il a eu un très bon niveau sur ce Tour de France. C'est peut-être, on va dire, les plus grosses surprises, qui restent pas tant que ça des surprises non plus. Et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a des Tours de France comme ça qui se jouent de cette manière-là. On sait notamment qu'il y a eu assez peu d'épreuves de sprint sur ce Tour de France, ce qui fait que les équipes de sprinteurs ont vraiment bien cadenassé ces étapes-là parce qu'ils voulaient absolument que ça se termine au sprint, ce qui a donné des étapes qui n'étaient pas forcément très fun puisque il n'y a pas vraiment eu de vraies échappées qui pouvaient jouer finalement la victoire, là où on peut avoir certains Tours de France comme celui de l'année dernière où on a parfois des petites échappées qui vont au bout et donc on a des petites surprises. Là cette année c'était pas trop ça, même en montagne au final on n'a pas vraiment eu d'échappées qui sont allées au bout, on a eu quelques échappées justement qui sont allées au bout, mais c'était les plus forts des échappées, on n'a pas vraiment eu d'énormes surprises. Et même sur le contre-la-montre, c'est Remco Evenepoel ou la Visma qui gagne, pas tant que ça des surprises. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas finalement, c'est pas mal. Tu vois forcément les hommes forts qui se battent entre eux, c'est eux qui arrivent à gagner, mais c'est vrai que c'est sympa aussi des fois dans les grands tours d'avoir justement des petites surprises, des petits gars que tu connais pas trop, qui d'un coup tu les vois réussir à jouer la victoire dans une échappée à 5. Il n'y a personne qui tu connais vraiment, ils arrivent au bout et il y a quelque chose un petit peu de miraculeux là-dedans. On n'a pas tant eu ça finalement dans ce tour, c'est des choses qui arrivent, personne n'a démérité. Et pour moi finalement le summum qui montre vraiment ce qui s'est passé, c'est finalement l'étape des Champs-Élysées. L'étape des Champs-Élysées qui se transforme en une sorte de classique maintenant, c'est vraiment une étape qui va maintenant être pour les meilleurs du peloton. Et là où l'année dernière c'était Van Aert qui avait réussi à gagner en ayant réussi à lâcher Pogacar, cette fois-ci Pogacar ne s'est pas fait lâcher par Van Der Poel, mais malheureusement Van Der Poel est meilleur au sprint, ce qui fait que Pogacar n'aurait pas pu gagner cette étape de cette manière-là. Mais Van Der Poel qui a réussi à remonter justement, mais Van Der Poel qui a réussi à résister à l'arrivée du petit peloton qui arrivait derrière, c'est plutôt assez fort. Et je me dis que peut-être dans les prochaines années, si on continue d'avoir cette étape, on pourrait finalement toujours avoir des victoires qui se jouent au sprint. Je pensais, avec l'année dernière, la victoire de Van Aert qui était vraiment largement devant, je pensais que ça se jouerait toujours de cette manière-ci, mais au final c'est la deuxième année où on a ça, et cette fois-ci ça a failli être un sprint à la fin, donc ça peut être très intéressant de continuer d'avoir ces classiques pour le futur. À présent du Tour des Français, forcément c'est le Tour de France, on est obligé de parler des Français dans ce tour,
Et là-dessus, il y a un petit débat entre guillemets qui est né. Est-ce que les Français ont fait un bon tour ou un mauvais tour? C'est la question. Et je vais tenter en tout cas de donner moi mon propre opinion vis-à-vis de ça. Certes, les Français n'ont pas gagné d'étape sur ce Tour de France et ça fait, je crois, ça fait une trentaine d'années que c'est pas arrivé et ça doit être la troisième fois dans l'histoire du Tour de France qu'il n'y ait pas de Français qui gagnent une étape sur le Tour de France. Personnellement, je trouve que c'est pas spécialement dérangeant. Forcément, tu as envie de voir une victoire d'un Français. Là, on n'a pas de victoire de Français, mais on a des Français qui, mine de rien, ont essayé. On aurait pu avoir des victoires françaises avec Kevin Vauquelin qui, des fois, s'est joué à aller dans des échappées. On a Lenny Martinez aussi qui aurait pu gagner si peut-être il avait relayé un peu plus Richard Carapaz. Voilà, on aurait pu avoir des victoires françaises. Malheureusement, on n'en a pas eu. Il y a peut-être une petite part de chance aussi qui fait que parfois tu prends la bonne échappée au bon moment, tu pars au bon moment, tu arrives à gagner. C'est aussi ça le vélo, malheureusement. Il faut bien sentir les coups. Et peut-être que les Français n'ont pas bien senti les coups là-dessus. Mais je pense que c'est aussi que finalement, les deux Français qui avaient le plus de chances de gagner une étape, qui sont Lenny Martinez et Paul Sexas, et bien finalement ils jouaient le général. Lenny Martinez qui au début ne savait pas s'il jouait le général ou pas. Peut-être que s'il avait décroché au général, il aurait pu aller chercher une victoire d'étape. Il aurait d'ailleurs pu aller chercher une victoire d'étape en jouant le général finalement. Paul Sexas, je pense que c'est exactement la même chose, mais leur but c'était au final de jouer le général et ils font tout de même 4e et 5e, ce qui est vraiment une très très bonne performance, même si on a Vingegaard, Lipovic qui ont abandonné, ça n'empêche qu'il y a deux Français qui sont dans le top 5 et on a également Jordan Jagat qui finit, il me semble, qui finit ouais, sa 10e du classement général, donc on a trois Français dans le top 10, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, il me semble la dernière fois ça devait être il y a plus de 10 ans, donc pour moi c'est pas forcément un tour complètement raté au général. On a également Aurélien Paré-Peintre, on a également Valentin Paré-Peintre qui a tenté de jouer le maillot à poids. Il lui a manqué un petit peu sur la dernière semaine pour vraiment pouvoir concurrencer Carapaz qui était vraiment très très fort Carapaz. Il finit d'ailleurs 8e du général alors qu'il a absolument pas joué le général pendant tout le tour. C'est dire la folie. Il a vraiment été à un très très bon niveau et je pense d'ailleurs que Carapaz aurait très bien pu faire un podium s'il avait décidé de jouer le classement général. Après, on le sait, il a déjà fait un troisième place du podium et je pense que son objectif c'était pas de jouer le podium, sachant que normalement il y allait avoir quand même du beau monde pour jouer le podium, donc il n'y avait pas forcément de raison de vouloir le jouer. Au final, il fait quand même une 10e place, donc c'est très fort. Tout ça pour dire que pour moi, le Tour de le Tour de France des Français, il est clairement pas raté. Il y a des bonnes choses à en tirer. Ça peut arriver, je pense que. Euh, je pense pas que ça doit être une fatalité de se dire qu'il n'y a aucun Français qui a gagné sur le Tour de France. Fondamentalement, ça peut arriver. Peut-être que les Français auraient pu essayer un peu plus, mais comme j'ai dit finalement sur la partie d'avant, c'est quasiment que des très très forts du peloton qui ont gagné pendant ce Tour de France. Donc c'était en fait de toute manière très très difficile en fait de gagner des étapes. Il y avait vraiment très très peu de place pour la surprise comme je l'ai dit. Et voilà, c'est comme ça arrive. Je pense que l'année prochaine ça sera peut-être différent avec un peu Sexas qui sera, s'il fait le tour, encore plus fort. Lenny Martinez qui est d'ailleurs aussi de plus en plus fort. On pourrait très bien aussi avoir peut-être un sprinter avec Paul Magnier si jamais il venait sur le Tour de France. Donc on pourrait très bien l'année prochaine réavoir des victoires françaises. Je m'inquiète absolument pas là-dessus. J'ai envie de parler un petit peu de Remco Evenepoel, qui mine de rien, je dois être honnête, je pensais que Remco Evenepoel allait faire un Tour de France plutôt bof. C'est-à-dire que la première semaine en plus commençait à me donner raison, puisque on a un Lipovic qui était double leader avec Evenepoel, et pendant la première semaine, Lipovic était clairement meilleur que Evenepoel. Evenepoel qui a assez mal commencé, je trouve, son Tour de France, mais en même temps, il n'a pas si mal commencé. C'est-à-dire que il a perdu, il a souvent été décroché sur les premières étapes de montagne, sauf qu'il n'a jamais vraiment perdu beaucoup de temps au final, puisque ça lui arrivait de revenir en descente sur du plat, puisqu'il est plus performant là-dessus. Ce qui fait qu'au final, il n'a pas perdu grand-chose sur sa première semaine, malgré le fait de tout simplement ne pas avoir été parmi les meilleurs. C'était quand même au final parmi les meilleurs au classement général, puisque il me semble qu'il était troisième assez rapidement du classement général au niveau du temps. Au final, ça s'est largement confirmé sur les étapes d'après, notamment, je ne sais plus exactement c'est laquelle étape, ça doit être celle avec le plateau de Solaison, justement, celle qu'il a gagnée, où il était vraiment très très fort. Il était le seul à rester avec Del Toro et Pogacar, et il était encore assez frais. Hein. En suivant le rythme de Pogacar, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de problème, il aurait pu attaquer.
Après, ça servait pas à grand chose d'attaquer parce que s'il attaquait, Pogacar justement allait aller avec lui. Il est resté dans la roue et il a réussi à gagner justement sa première étape sur ce Tour de France. Après, on pourra dire ce qu'on veut, est-ce que Pogacar lui a laissé, on ne sait pas. Il y a peut-être une théorie par rapport au fait que c'était aussi l'étape où Vingegaard était tombé. Peut-être que Pogacar n'avait pas envie de gagner sur une étape où Vingegaard avait abandonné. Ça n'empêche que Evenepoel a tout de même gagné une étape ici et il a gagné sur l'étape suivante le chrono où il était vraiment au-dessus. Pour le coup, je m'attendais potentiellement à avoir un Pogacar qui aurait pu le contester, puisqu'il y avait quand même 9 km de montée, même si c'était pas de la grosse montée. Et au final, non, il a été très performant et il a réussi à gagner ce chrono. Et en plus de ça, ça lui a permis de creuser vraiment l'écart avec ses adversaires et de vraiment euh, accentuer finalement sa deuxième place. En plus de ça, il aurait très bien pu gagner peut-être une troisième étape un peu plus tard. Si il avait attaqué plus tôt, je pense quand même qu'il était assez loin. Mais on voit qu'il était vraiment à un très bon niveau. Il avait confiance en soi, il avait vraiment une volonté de gagner. Et honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il affiche ce niveau-là. Je pense toujours que Evenepoel, pour moi, il va pas pouvoir gagner de Tour de France dans sa carrière. Je pense que ça va être très très compliqué. Ou alors, il faudra vraiment qu'il y ait une situation assez particulière qui arrive, du genre un abandon ou quelque chose comme ça. Parce que tant qu'il sera là, il est que un an plus jeune que Pogacar. Donc il y aura toujours Pogacar face à lui. Et à la limite, quand Pogacar commencera à décliner, peut-être que lui commencera déjà aussi à décliner. Et en plus, il y aura la relève Del Toro, Sexas derrière. Donc je ne le vois pas gagner un Tour de France. Ça n'empêche que Evenepoel n'a toujours pas gagné de Grand Tour. Et je pensais vraiment qu'il n'était pas capable de gagner un Grand Tour. Mais sa performance sur ce Tour de France me fait penser que peut-être que s'il va sur une Vuelta ou une Vuelta ou un Giro où il n'y a pas trop de concurrence, c'est-à-dire où il n'y a ni Vingegaard ni Pogacar, pour moi, s'il n'y a ni l'un ni l'autre, il a normalement le bagage nécessaire pour pouvoir gagner ce grand tour. À voir ensuite s'il est capable de le faire, à voir il est capable de réitérer sa performance finalement et son niveau qu'il a eu sur ce Tour de France là. On verra ça quand ça va arriver, mais honnêtement, il avait l'air plutôt bon et voilà, pourquoi pas le voir gagner un grand tour dans les années à venir. Puisqu'on parle du futur, j'ai envie de terminer cette vidéo en parlant un petit peu de l'avenir, que ce soit du Tour de France ou des coureurs qu'on a pu voir justement pendant ce Tour de France, puisque selon moi déjà, par exemple, Del Toro et Sexas, c'est clairement sûr que normalement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de chute qui pourrait vraiment engendrer des complications comme on a pu le voir si souvent avec certains coureurs, normalement, Sexas et Del Toro, c'est peut-être le nouveau duel du style Vingegaard contre Pogacar, à voir comment ça évolue progressivement. Mais voilà, il y a vraiment de bonnes choses là-dessus. Sexas qui a montré qu'il était clairement capable de pouvoir jouer les grands tours plus tard. Pour l'instant, il lui manquait encore un petit peu de bagage. On voit que la troisième semaine, il était un petit peu sur le déclin. Il n'a pas l'habitude, il n'a jamais couru un grand tour, là où Del Toro a un petit peu plus d'expérience, mine de rien, au niveau des grands tours. Pour ce qui est de l'avenir du Tour de France, pour moi, encore une fois, si on doit parler en fait, on va dire de la forme qu'a le Tour de France dans le futur, pour moi le fait de réduire les étapes de plat c'est une bonne chose. Il me semble que sur ce Tour de France on était à 6 étapes de plat à peu près. Pour moi c'est une bonne chose, ça réduit en fait les étapes où on s'ennuie un petit peu. Pour moi je pense que ces étapes de plat, il faut les remplacer par des étapes un petit peu accidentées, pas forcément des étapes où il y a de la montagne et tout, mais des étapes où on peut avoir par exemple un petit mur à 10 km, on a 1 km à 10%, des petites choses comme ça qui peuvent dynamiter un petit peu et qui peuvent en fait créer des scénarios un petit peu différents que juste une étape de plat où les sprinters, comme les équipes de sprinters en fait, elles empêchent tout le monde de partir en échappée et ça devient un peu ennuyant. Peut-être voilà des petites étapes où même pour moi quelque chose qui serait vraiment pareil, c'est pourquoi pas avoir une étape de pavé ou une étape de chemin blanc sur chaque Tour de France. Voilà une petite étape comme ça où c'est un peu une sorte de classique et où en fait on peut avoir des scénarios vraiment différents, laisser place on va dire à la surprise et même pourquoi pas diminuer un petit peu les étapes de montagne parce que je trouve que sur ce Tour de France de cette année on a eu peut-être un peu trop d'étapes de montagne, même si c'était pas non plus les scénarios qu'on a eu l'année dernière, où l'année dernière c'était vraiment très ennuyant finalement les dernières étapes de montagne dans les Alpes. Cette année c'est un peu la même chose vis-à-vis du classement général. Pour moi le classement en général était presque déjà figé sur les dernières étapes. On n'avait que la place pour le podium entre Sexas et Del Toro qui se jouait vraiment. Sinon on avait déjà des écarts assez gros entre tout le monde, ce qui fait que personne ne jouait vraiment quelque chose sur ces étapes des Alpes. On a quand même eu des victoires, des échappées avec 2 victoires de Carapaz. Mais voilà, pour moi, finalement, les étapes prennent.
que ce soit celle de cette année ou celle de l'année dernière par exemple, je trouve que c'est des étapes reines qui finalement ne ressemblent pas à des étapes reines. C'est-à-dire que certes on a beaucoup dénivelé, mais c'est des étapes reines qui viennent tellement tard dans le tour que au final elles servent presque à rien puisqu'il ne se passe rien pendant ces étapes reines. Moi je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir des étapes reines qui viennent peut-être plus tôt, soit en fin de deuxième semaine, soit vraiment au début de troisième semaine, à voir comment ça se fait. Mais ça pourrait vraiment sincèrement être mieux parce que parce qu'au final, là, pourquoi pas mettre certes une étape de montagne au dernier jour, comme on avait eu en 2023. Ouais, c'est ça, en 2023, on avait eu les Vosges tout à la fin. L'avant-dernière étape, c'était une étape de montagne avec les Vosges. Ça permet encore de pouvoir créer des petits écarts. Si c'est encore serré, ça peut se jouer sur une dernière étape comme ça et ça peut vraiment être cool. Mais mettre les trois étapes des Alpes, les 4 derniers jours, je trouve ça pas forcément utile. Ça tue un peu les coureurs qui, au final, se sont déjà pas mal battus avant. Et le problème, c'est pas forcément une question d'avoir que Pogacar, c'est-à-dire que ça, Pogacar avait tellement d'avance que voilà, il y avait plus de suspense dès la fin, ce qui fait que les étapes des Alpes ne servaient à rien. Encore une fois, c'est que entre tous les coureurs du général, il y avait déjà des écarts assez gros, c'est-à-dire que Evenepoel, par exemple, était déjà presque sûr d'avoir sa deuxième place. Sexas et Del Toro, c'était limite les seuls qui se battaient vraiment pour la troisième place du podium, puisqu'il y avait un écart avec la cinquième place. La preuve que Lenny Martinez a réussi à remonter cinquième assez facilement. Voilà, il y a quand même eu des petites variations, certes, mais ça n'a pas vraiment joué. Et je pense que voilà, mettre un peu moins de montagne et peut-être la mettre différemment dans le tour, peut-être jouer un peu plus sur la deuxième semaine avec des grosses montagnes et mettre un petit peu de montagne tout de même dans la troisième semaine pour faire des surprises, ça pourrait être pas mal. Et mettre plus d'étapes accidentées finalement dans un tour, plus d'étapes où il peut se passer vraiment des choses, des petites surprises, ça peut vraiment être sympa. Pour ce qui est de la dernière étape, donc l'étape des Champs-Élysées à Paris, pour moi, c'est pas mal du tout le fait de mettre la butte de Montmartre. Je pense que l'année prochaine, ça serait bien de remettre une nouvelle fois la butte de Montmartre pour avoir, on va dire, un échantillon de 3 étapes et voir les scénarios qu'il y a eu sur ces 3 étapes. Et après ça, on peut commencer à voir, à se dire, est-ce qu'on met ça tous les ans à partir de maintenant ou est-ce qu'on fait, pourquoi pas, une année sur deux avec une année sur deux, on met Montmartre, une année sur deux, on met pas Montmartre. Ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, même si pour le coup, euh, la manière dont ça s'est fait cette année me fait plutôt dire que pourquoi pas garder Montmartre chaque année, puisque cette année, les sprinters ont failli réussir à revenir et ça a vraiment donné un scénario très très fou. Là où l'année dernière, on avait les sprinters qui étaient clairement plus dedans et ça se jouait vraiment en mode classique. Si on peut avoir un double scénario en mode soit quelqu'un peut réussir à gagner tout seul en attaquant vraiment, soit les sprinters, si jamais ils arrivent à rester frais et à monter assez facilement et qu'il y a les équipes qui peuvent rouler ensuite derrière, ça peut rattraper, hein. On se rappelle qu'ils étaient 4 mine de rien, devant. Euh, Lors du deuxième passage, ils étaient 4 devant avec quand même du beau monde. On avait Pedersen, Evenepoel, Van Der Poel et Pogacar. Et au final, les 4 se sont quand même fait rattraper. Au troisième passage, il n'y a que Van Der Poel et Pogacar qui ont réussi à passer. Et là, ils ont réussi au final à tenir. Mais peut-être que l'année prochaine, on remet la butte de Montmartre et c'est un sprinter qui gagne parce qu'ils ont réussi à remonter sur la ligne. Donc pourquoi pas tester une année de plus et voir comment ça se fait ensuite. Ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres choses voilà, à faire partager. C'est vrai que j'ai essayé de parler de 2-3 trucs. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler. On pourrait parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tellement il y a de choses qui se passent pendant le Tour de France. Voilà, n'hésitez pas à mettre vraiment en commentaire si vous avez des choses que vous voulez dire un petit peu. Et moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.